dans Glamazon Study, le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écrin audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Doula, birth junkie, monitrice en symptothermie, mais aussi sorcière, queer et végane, activiste et antiraciste, Clé se définit avant tout comme une gardienne d'espace. Elle est de ces âmes polymorphes qui font de la douceur, du soin de soi et de l'autre une ligne directrice qui se matérialise sous de multiples formes. Avec honnêteté et une vulnérabilité radicale, elle documente son parcours et ses réflexions sur son blog Raton Rêveur, sur son compte Instagram et sur YouTube. Je suis les métamorphoses de Clé depuis quelques années et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour échanger sur les sujets de cycle menstruel, de sensualité et de rapport au corps. Bonjour Clé, bienvenue. Salut. Je suis vraiment, comme je te le disais avant, super contente de t'avoir ici, de pouvoir échanger sur ces sujets que toi tu partages tous les jours, que ce soit sur ton compte Instagram, sur tes vlogs YouTube, mais aussi sur ton blog. Est-ce que, avant toute chose, tu peux présenter un petit peu ton parcours et puis les projets qui t'animent aujourd'hui à l'instant T? Yes, carrément. Déjà, moi aussi, je suis super contente de te voir. Ça fait trop plaisir d'être ici. Et mon parcours, ma foi, il est assez compliqué à résumer parce que, comme tu l'as un peu dit, il y a beaucoup de choses, un peu multifacette. Donc, effectivement, je me suis tournée vers ma passion qui est accompagner les personnes dans la compréhension de la physiologie de leur corps, notamment les corps féminins, de façon à pouvoir faire des choix en conscience et regagner en empouvoirment. Donc pour ça, je suis devenue doula, je suis également devenue monitrice en symptothermie. Et en fait, moi, j'ai envie d'aller toujours plus loin, de créer toujours plus d'espace, toujours plus de contexte, toujours plus d'ateliers, toujours plus de rencontres avec les autres, de rencontres avec soi-même et de permettre aux personnes de pouvoir juste renouer avec ce corps dans lequel on vit au quotidien, mais dont on ne connaît pas forcément parfois exactement, mais qui se cache à l'intérieur de mon propre corps. Oui, carrément, on est beaucoup plus dans le mental. On dirait qu'aujourd'hui, dans notre société, même si c'est un bien grand mot, on a ce côté où on est vraiment dirigé par le mental et on en oublierait le corps finalement. Quelle est ta philosophie derrière ta démarche, derrière cette démarche-là, en fait, de se réapproprier sa physiologie? Je pense que c'est avant tout une histoire de choix, d'avoir le choix, de prendre le choix, de donner le choix. Parce que j'ai la sensation qu'à l'heure actuelle, on a tendance à vivre dans une sorte d'illusion du choix, où on a l'impression de pouvoir... d'illusion du choix, c'est peut-être un très grand mot, je ne sais pas s'il est juste. Mais quand je reprends mon parcours, je vais peut-être parler en jeu, ce sera plus simple. C'est que moi, jeune adolescente, j'avais la sensation du coup d'avoir le choix sur ma contraception, d'avoir le choix sur ma sexualité, d'avoir plein de choix. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en ouvrant les éventails de possibles, je me suis rendu compte que mais non, pas du tout. Il n'y avait pas le choix parce que j'avais la sensation qu'il y avait que quelques options possibles et j'avais pas du tout conscience de toute l'éventualité d'éventail de choses qui pouvaient être mises à disposition. Et finalement, je suivais une espèce de ligne un peu directrice qu'on me donnait et dans laquelle j'allais un peu les yeux fermés parce que je m'imaginais pas qu'il y avait d'autres choses. Donc, dans toute cette idée de se réapproprier sa physiologie, moi, ça a d'abord beaucoup passé par les accouchements et les grossesses parce que je me suis vraiment passionnée par ces périodes. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait des choix qui n'étaient pas forcément mis en avant pour des accouchements, notamment des accouchements physiologiques. Donc physiologique, c'est ce qui va respecter le plus possible la nature du corps sans intervenir. Et qu'en fait, en accouchement à l'hôpital, on intervenait beaucoup. Et donc je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on intervient autant? Alors que normalement, c'est quelque chose que le corps est censé savoir faire de lui-même. Et en dépliant ce petit fil-là, j'ai réalisé que, ok, en fait,
on peut accoucher de plein de manières différentes et tout, mais pas que les accouchements. On peut aussi gérer sa fertilité de plein de façons différentes. Et puis après, je me suis posé plein de questions sur la sexualité. Je me suis rendu compte que ah oui, mais en fait, mais là aussi, il y a plein de trucs où en fait, il y a parfois plein de possibilités qui sont peut-être pas explorées, qui sont pas mises sur le devant scène, qui sont pas présentées, qui sont pas visibilisées. Et parfois, je pense que peut-être qu'on peut éventuellement se donner la sensation de passer à côté parce qu'on savait pas que c'était là. Oui, clairement, je pense que le terme d'illusion du choix, c'est pas mal, justement, parce qu'on te donne quand même un éventail, que ce soit dans les domaines que tu as cités, un éventail de possibilités, finalement. Mais ça va être, par exemple, comme la contraception, ça va être aussi des choix qui vont être, délégués à l'extérieur de toi, où on va prendre la décision pour toi, par exemple, ou même on va faire appel, que ce soit autant pour l'accouchement que pour la contraception, ça va être des outils qui sont, il y a une expertise derrière que toi tu ne peux pas acquérir. Exactement. Et du coup, je me permets d'intervenir et pour pouvoir peut-être donner plus d'images de ce que je vois derrière ça. Enfin, quand je parle de l'illusion du choix en matière de contraception, c'est notamment le fait que les méthodes de gestion de la fertilité au naturel sont très 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 peu visibilisées et que moi, je me souviens que quand je me suis mise à la symptothermie, j'avais 20 ans et je me disais que la pilule, stop, je voulais plus prendre d'hormones et j'ai réalisé que pourtant j'avais fait plein de recherches et que j'étais assez sûre de moi et tout et qu'en arrivant devant des soignants, devant des gynécos et tout, et que quand je posais mes questions et que j'arrivais avec mes petits dossiers d'études en mode voilà, j'ai entendu parler de la symptothermie, on me disait un peu mais mademoiselle, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous n'êtes pas capable, c'est n'importe quoi et vous n'avez pas le choix finalement. Alors que j'avais l'impression de pas être prise au sérieux, d'être un peu tout le temps infantilisée, alors que non quoi, zut, j'ai l'impression qu'on est des adultes responsables et que souvent les individus qui sont genrés au féminin vivent dans cette espèce d'infantilisation permanente et on leur dit qu'elles connaissent pas leur corps et que c'est pas à elles de gérer leur corps. Et ça du coup ça se retrouve aussi bien dans la gestion de sa fertilité. Non, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir savoir quelles sont vos périodes de fertilité ou d'infertilité. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir avoir ce regard juste sur votre corps sans prendre de risques. Et aussi après, donc ça se déroule de la même façon sur dans les maternités finalement. Vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui est bon pour vous. Et donc, laissez-nous votre corps, on va faire. Et je pense que moi, tous les travails que j'essaye de faire, bon gré mal gré sur les réseaux, c'est de pouvoir rappeler que, en fait, la première personne qui vit à l'intérieur de ton corps, c'est toi, et que du coup, tu es capable de savoir faire et que t'as pas toujours à donner les clés de l'information. Enfin, l'information n'est pas toujours censée venir de quelqu'un d'autre au bout d'un moment. C'est possible de connaître le mode d'emploi de son propre corps et de se faire confiance là-dessus et d'apprendre, à vivre avec et tout ça, c'est un peu comme si on était une grosse voiture et qu'au bout d'un moment, ou un vélo, tu vois, et que t'es pas obligé d'aller chez le garagiste à chaque fois que tu veux changer la roue de ton vélo. Enfin, tu peux apprendre à changer ta propre roue, à savoir quand est-ce que là commence à y avoir un problème ou pas. Est-ce que le problème, tu peux le gérer seul ou est-ce que tu as besoin d'une tierce personne pour ça? Et enfin, tu sais bien faire du vélo toute seule sur ton vélo. C'est ça, de ce que j'entends de ta démarche, c'est qu'il n'y a pas de négation de l'expertise médicale, mais que c'est plus ce côté autonomisation de tu comprends ce qui se passe et aussi, par exemple, tu sais quand tu as besoin d'aller chez le mécanicien, mais les choses avant, tu peux les gérer toi-même si tu comprends comment ça fonctionne et d'autant plus quand tu as un corps qui va être cyclique ou qui va, ou par exemple, gérer sa fertilité. Si c'est ce que j'entends bien dans tes propos. Et derrière, donc tout ça, on a vu un peu ta démarche que je trouve ouf, vraiment super cool, d'être allé chercher, tu vois, d'avoir tiré un peu un bout d'être parti de ton expérience personnelle, d'avoir tiré, je vois cette petite pelote de laine, t'as le petit truc qui dépasse et d'être fait et d'être allé chercher encore plus loin et dire bon, en fait, c'est sans fin. Je vais continuer d'explorer avec toujours cette philosophie que t'as. Et du coup, j'ai envie de te poser un peu la question de quelle est ta vision d'un monde meilleur à travers cette lentille-là, en fait. Ce serait un monde dans lequel on saurait se faire confiance et dans lequel on aurait des clés de compréhension de son propre corps. En fait, ce serait déjà un monde dans lequel le corps serait plus autant tabou, je pense. Il y a ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a toute une transmission de connaissance du corps qui ne se fait pas. Et du coup, comme elle ne se fait pas dans les environnements familiaux, dans les environnements amicaux, comme on parle pas de son corps, en fait, on en parle que quand il y a un problème. Et souvent, quand il y a un problème, on va tout de suite le déléguer à des soignants. Enfin, du coup, moi, je suis pas du tout en train de dire que la médecine c'est mal, hein. Enfin, loin de moi, je suis pas ça. Mais par contre, par exemple, dans mon monde idéal, les mères montreraient
leur vulve à leur fille et pourraient montrer en mode, ben voilà, il y a ça fonctionne comme ci, comme ça, les infections urinaires, tu les reconnais comme ça, il y a tel et tel truc que tu peux prendre, il y a tel et tel truc de prévention que tu peux faire. En fait, on en parlerait juste un petit peu plus simplement et j'ai l'impression que la parole commence à se libérer doucement là-dessus, mais que c'est encore un peu long, quoi, finalement, et qu'il y aurait plus d'espace d'expression, je pense, et de partage, surtout. En fait, le monde serait un espèce de grand cercle de parole. Bah oui, c'est ça qui est ce côté transmission comme pour faire le parallèle peut-être c'est l'hiver, il va faire froid, du coup tu te couvres pour ne pas avoir un rhume. Là ça peut être du coup pareil, tu vas pas manger trop de sucre pour ne pas développer de candidats albicans ou de choses comme ça qui font que d'avoir ce côté éducatif en fait, mais vraiment dans des domaines qui sont tabous. D'ailleurs, tu partages aussi beaucoup de conseils surtout sur ton Instagram, surtout dans le côté symptopernie, mais aussi bien vivre son cycle menstruel. Comment toi, est-ce que t'en es venu à te rendre compte de l'impact d'un cycle menstruel dans la vie, en fait, dans le quotidien? Déjà, j'ai pas du tout toujours été comme ça. Moi, je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie à pas du tout aimer mon cycle, à pas aimer mes règles, à le voir comme une grosse contrainte et à détester ça. Et quand j'avais aux alentours de 20 ans, je commençais 2 choses à peu près en même temps. Je commençais la symptothermie comme méthode de contraception et j'ai commencé aussi à utiliser des protections réutilisables. Et ça, je pense que ça m'a permis de me reconnecter à mon sang. Enfin, je le voyais comme une expérience un peu ludique finalement qui arrivait tous les mois. Donc ça, c'était très très drôle. Et puis je faisais des petits trucs un peu de sorcière moderne. J'allais recueillir mon sang et puis je le mettais dans des plantes et tout. Enfin, j'étais un peu ce genre de jeune fille. Et la sympto, ça a été un outil de connaissance de mon cycle, mais aussi de connaissance de moi. Parce qu'on peut pas trop tricher avec la symptothermie finalement. Il y a 3 symptômes qu'on va essayer qu'on recueille au jour le jour, qui sont l'analyse de la glaire cervicale, la montée de température et la palpation du col de l'utérus. Et ça, en fait, ça évolue au fil du cycle et ça permet de pouvoir déterminer de façon fiable les périodes de fertilité et d'infertilité. Et du coup, ça demande d'avoir une très grosse écoute de soi-même. Et là, je me suis rendu compte que quand je fais ci ou ça, ma température, elle déconne et du coup, je peux pas trop m'en servir. Enfin, mes observations sont plus fiables. Du coup, si je veux avoir des observations qui sont fiables, je dois aussi remettre en cause mon hygiène de vie. Et ça, en fait, ça m'a permis de mettre le cycle en haut, finalement, de mes priorités. Parce que, comme j'en avais besoin comme méthode contraceptive, j'avais besoin d'avoir le plus d'outils en main possible et du coup de faire attention à moi, mine de rien. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé en matière de communication avec mes partenaires, de pouvoir mettre le cycle aussi en haut des priorités. Parce que du coup, quand je relationnais avec des partenaires masculins, j'étais en mode, oui, mais en fait, là, je suis fertile. Donc, il se passe quoi? Enfin, c'est sérieux quoi. Enfin, et de pouvoir le nommer, et ça a permis de pouvoir partager une sorte de responsabilisation. Et en fait, ça fait que mon cycle a pris naturellement plus de place dans ma vie, parce qu'en fait, il est vivant. Enfin, et il est là quoi. Tous les mois, il est là et je le sens et je le vois bouger. Et après, j'ai commencé à me questionner davantage sur qu'est-ce qui se passe dans mon cycle quand c'est lié à mes émotions. Parce que sur le programme en symptothermie, à chaque fois que je prenais mes petites annotations, parfois je voyais des trucs qui se répétaient en mode mais pourquoi est-ce que à cette période-là, je me sens toujours patraque, ou j'ai toujours mal au ventre, ou alors je suis toujours irritable, ou alors là, je bouillonne d'énergie et j'y comprends rien. Et en fait, en le mettant en rapprochement avec ce qui se passait hormonalement à l'intérieur de mon cycle et des changements symptomatiques, je me suis rendu compte que oui, mais en fait, j'ovule. En fait, ou là, je rentre en phase lutéale, en fait, mais c'est normal, c'est logique. Du coup, toutes ces espèces de changements d'humeur que je ressens, je suis aussi capable de pouvoir les expliquer. Et ça a un lien avec ma fertilité. Et ça a fait un espèce de bam dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, presque un super pouvoir. En fait, c'est assez incroyable. Oui, puis ça évite de nombreuses crises existentielles quand on comprend aussi pourquoi on n'est pas linéaire, pourquoi on n'est pas, pourquoi il n'y a pas ce côté où on est toujours la même personne, qu'on peut avoir le profil auquel on s'attend à être finalement. Par rapport à cette chose-là, de suivre son cycle et d'avoir ce côté super pouvoir, pour aller un peu plus loin, comment le suivi de ton cycle va se reconnecter ou te réconcilier avec ta puissance perso, ou cette sensation vraiment de puissance en fait? Déjà, c'est complètement un super pouvoir quand en société... moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un vrai super pouvoir quand, à un apéro entre potes, je suis capable de dire en mode mais là,
les gens, je suis en train d'ovuler. En fait, vous vous rendez pas compte, là, j'ovule, quoi. Et c'est assez ouf parce que parfois, les gens se demandent, mais comment tu sais ça? Et je suis en mode, ouais, par plein de raisons et plein de moyens et qui sont trop cool et que je peux vous bassiner avec ça pendant longtemps parce que j'adore. Il y a ça. Et aussi, je pense que en termes de gestion de l'énergie, ça m'a permis d'être plus douce avec moi-même et du coup de pouvoir. Je te dis pas que je fais tous mes projets en fonction de mon cycle menstruel, parce que aussi nous ne sommes pas qu'un cycle. Du coup, j'ai envie de le dire aux auditrices, aux éditeurs qui nous écoutent, si jamais ça les crispe un peu cette idée très essentialiste de le cycle au centre de tout. Enfin, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de cycle et qui ont aussi d'autres trucs trop géniaux et tout, et que c'est pas grave si on suit pas son cycle et machin. Voilà, tous les disclaimers du monde, tout le monde est bienvenu. Je pense que effectivement, de savoir qu'il y a des périodes où je vais avoir plus de pics d'énergie, ou alors des périodes où, au contraire, je vais avoir peut-être plus envie de me renfermer sur moi, d'être plus en mode cocooning et du coup de faire des activités qui vont être plus, pourquoi pas, artistiques ou créatives, en tout cas qui vont moins demander d'être en expansion vers l'autre. Ça m'a permis de pouvoir moduler mes projets en fonction de ce que vit mon corps, en fait, et des ressources qu'ils ont à certains moments, quoi. Typiquement, je fais pas mal de courses à pied à une époque, et du coup, c'était de me dire, en fait, peut-être qu'en phase vitale, c'est ok de pas faire 5 km tous les jours, quoi. Juste, lâche-toi la grappe, va faire 10 descentes, c'est ok. Et ça, je pense que ça contribue à faire beaucoup de bien. Ça part une fois de plus de ce côté d'éducation à soi, en fait, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et comme tu le dis, c'est ok des fois de pas être dans ce mood-là, de se dire non, pas maintenant, pas comme ça, et c'est bon, quoi. La paix. Et justement, ce côté d'écoute du corps, au-delà du cycle, en fait, ça va, c'est que le cycle est une partie de l'écoute de soi, mais comme tu dis, il y a des personnes qui n'ont pas de cycle et qui peuvent être à l'écoute d'autres manifestations, d'autres émotions, d'autres choses qui se passent dans leur corps et avoir ce côté, ok, je comprends ce qui se passe chez moi, du coup, je peux faire en fonction et aussi me foutre un peu la paix. D'ailleurs, au-delà du cycle, t'interviens également sur des ateliers sex positifs où tu parles aussi de sexualité, mais de sensualité également. Dans ce podcast, le glamour s'exprime par l'expression de soi et par sa sensualité. Du coup, j'ai envie de te demander, sur mes questions de définition, qu'est-ce que la sensualité pour toi ? Pour moi, la sensualité, c'est un retour aux sensations et c'est la sensation de fluidité, de pouvoir être bien dans son propre corps, d'être bien en relation avec son environnement. Du coup, j'allais dire en relation avec le corps de l'autre, mais en fait, c'est pas nécessairement le corps de l'autre. Enfin, c'est juste en relation avec son environnement, quoi. C'est être bien quand on marche, bien quand on s'allonge, bien quand on marche. Enfin, bref, n'importe quoi. Pour moi, la sensualité, c'est avant tout une histoire de jeu, de soi-même vis-à-vis de l'extérieur. Je pense que je le vois vraiment comme ça, quoi. Ça, c'est un jeu de soi à soi et c'est parfois un jeu qui rentre en connexion et en résonance avec d'autres personnes, mais c'est pouvoir c'est s'apporter une part de douceur, de tendresse, de jeu, de taquinerie, de juste d'être là, de pouvoir se sentir, pouvoir se ressentir. Je pense que c'est principalement ça. Ouais, il y a ce côté plus léger peut-être dans ta définition de la sensualité, quelque chose de léger, peut-être de plus insouciant. J'ai l'impression là que sa relation à soi, à son environnement et à l'autre. Vu que tu guides ces ateliers-là, ou que tu les facilites également, pour toi, quelles sont les valeurs ou les grands concepts qui te semblent cruciaux pour s'ouvrir à sa propre sensualité, parce que c'est vraiment une expérience personnelle, intime. Pour moi, les grands concepts, c'est de se laisser le temps. Enfin, la sensualité, je le vois un peu comme un oiseau qui s'envole. On va pas lui dire de s'envoler maintenant, quoi. Enfin, juste, il va le faire quand il en aura envie et c'est très bien. Et parfois, il y a la sensation qu'on peut se mettre immensément de pression à se dire je dois être sexuelle, je dois être sensuelle, je dois réussir à bien être à l'intérieur de mon corps, d'avoir l'air à l'aise, machin et tout. Et en fait, à mon sens, ça va venir créer de la crispation et des attentes. Et peut-être que la sensualité, c'est laisser les choses être telles qu'elles sont et elles finissent par résonner avec leur propre couleur. Je pense que c'est principalement ça. Donc, c'est se laisser le temps au niveau des grands concepts. Est-ce qu'il y a des rappels que tu fais, par exemple, quand tu facilites des ateliers ou des... Dans le rapport de la sensualité à l'autre, parce que je fais souvent des ateliers de groupe, c'est toujours tous les rappels au niveau du consentement, rappeler ce que c'est, quand c'est explicite, éclairé, tous les grands fondements du consentement. C'est pouvoir aussi oser l'expression,
de ses désirs. Donc moi, j'encourage immensément les gens à venir verbaliser leurs désirs et à pouvoir poser des refus, poser des non. Parce que dans mon sens, c'est un peu une danse qui se fait à deux ou plus. Cette idée de se dire, je me sens suffisamment en confiance pour pouvoir dire ce dont j'ai vraiment envie. J'ai envie qu'on me touche là, j'ai envie qu'on me dise ça, j'ai envie d'être observée de telle ou telle manière. Et ça demande beaucoup de courage, en fait, de dire vraiment, parce que parfois, souvent, on a tendance à pas oser ou à dire les choses à demi-mot, se dire est-ce que c'est trop, est-ce que oui, non, peut-être. Mais je trouve que c'est déjà très, très essentiel de pouvoir verbaliser un désir. Et dans l'autre sens, c'est aussi un autre exercice qui est très fort de pouvoir poser un non, de pouvoir entendre de pouvoir vraiment le dire et pas être là dans l'idée de faire plaisir, mais juste se respecter soi-même et pouvoir dire c'est gentil mais non quoi. Enfin merci, j'en ai pas envie. Je pense qu'il y a tout ce qui est les ajustements et les redirections qui sont pour moi aussi très importantes. Pour moi en fait, j'ai envie que les gens puissent vraiment toucher du doigt leur vrai désir et pas juste le désir qui est à côté quoi. En mode je veux que tu me caresses au niveau de la poitrine, c'est pas le cou, enfin c'est la poitrine et du coup je le dis vraiment et je peux même te mettre la main sur la partie que j'ai envie d'être touchée et tout parce que c'est ça qui va être important. Et donc ça c'est quelque chose que je fais pas mal quand c'est du groupe, quand c'est plus des ateliers d'auto-sensualité, de soi à soi. Ça va être de laisser le temps d'apprivoiser son propre corps finalement parce qu'il a aussi un rythme qui lui appartient et de se dire on peut passer du temps sur une petite zone du corps et ce sera jamais assez longtemps quoi. Donc c'est ok, il n'y a pas d'objectif à atteindre, on s'en fout. Ah oui, c'est déjà super intéressant du coup de naviguer tous ces concepts qui finalement s'appliquent à la fois dans le cadre de tes ateliers mais aussi dans le cadre de plein de choses en fait. Ça va être des concepts que tu vas apprendre dans un cadre particulier mais que tu peux répliquer partout et même dans des domaines qui sont très loin de la sensualité, mais c'est finalement des choses qu'on oublie et qui sont essentielles, le consentement et de ne pas se mettre la pression. Et par rapport à ces ateliers-là, quelles sont les croyances ou les idées un peu préconçues auxquelles les personnes que tu vas faciliter vont se heurter? Tu vois, pas des blocages forcément, mais des idées un peu préconçues, peut-être des malaises ou des questions, des choses que tu retrouves beaucoup. Dans les trucs que je retrouve le plus souvent, c'est la gestion de la frustration. Parce qu'il y a tous les beaux discours de verbaliser des désirs, d'exprimer des refus, de dire des non, et aussi recevoir le non. Et parfois, on peut être de toute la meilleure volonté du monde, et recevoir un non, ça fait mal. Ça fait, voilà. Et du coup, c'est se prendre une petite claque de retour à la réalité et se dire, mais zut, la personne veut pas de moi, et pourquoi, et qu'est-ce que je suis nulle, je suis moche, je suis machin, tout ça, machin. Et du coup, c'est de venir accueillir ces émotions-là parce qu'elles font aussi partie de l'expérience, en fait. Moi, je trouve que c'est super puissant et c'est super fort, en fait, d'entendre un non et de recevoir un non. Et c'est déstabilisant, c'est désagréable. Et pourtant, ça fait grandir et je trouve que c'est très beau. Dans les trucs, les blocages que je vois, les blocages que j'ai, c'est pas des personnes qui vont avoir peur de rentrer dans l'expérience. Enfin voilà, j'essaie d'être claire dès le début ça va être de la sensualité ou de la sexualité de groupe et tout, au moins c'est posé, c'est dit quelque part. Donc j'ai pas ce genre de blocage-là. Par contre, je vais plus avoir des personnes qui ont des attentes, beaucoup d'attentes, envie de se dépasser, peut-être de se brusquer, de dépasser leurs propres limites, de se dire qu'il y a de la pression de groupe, enfin pas de la pression mais un biais. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel j'essaie d'être particulièrement vigilante, c'est les biais de groupe et les biais de pouvoir et de conscientaliser tout ça. Je sais que moi, dans mon expérience personnelle, il m'a fallu un temps fou avant de pouvoir avant de pouvoir toucher du doigt le concept de biais de pouvoir, en fait. Je me suis aperçue qu'il y avait des tas de moments où j'étais attirée par des situations, des personnes, des événements, pas pour les personnes, les situations, les événements en eux-mêmes, mais principalement parce que ça m'apportait du pouvoir et que c'est ça dont j'avais très envie. Et le fait de faire mettre des mots dessus, ça m'a permis de pouvoir, de réaliser, ok, bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ou est-ce qu'on peut pas step back un petit moment et trouver une alternative et tout ça. Donc cette conscientisation-là, j'ai envie de la faire beaucoup pour que personne se sente forcé et se sente mal à l'aise dans le coup du non, parce que parfois c'est plus facile
de dire un oui, même si c'est pas un oui 100% enthousiaste, parce que dire un non, ça aurait trop de conséquences en fait sur le moment. Et rien que pouvoir mettre en lumière ces enjeux-là et ces concepts-là, moi je trouve que c'est super important parce que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours des environnements dans lesquels ces trucs-là sont nommés. Oui, et aussi où tu as les outils en fait pour les reconnaître finalement. Parce que si tu le soulignes pas, que ce soit dans un espace d'atelier ou dans ta vie de tous les jours, comme tu le dis, tu te rends pas compte en fait, t'as pas conscience que tu vas faire ces choix-là parce qu'il y a ces questions de groupe, parce que on en revient toujours à cette peur de si je fais ça, personne va m'aimer, et il y a toujours cette peur de l'amour ou des choses comme ça qui reviennent derrière et qui vont bloquer n'importe quelle situation. Du coup, j'avais jamais entendu présenter sous cette forme-là le pouvoir en soi. Est-ce que tu as des exemples du coup de comment ça peut se manifester, soit en groupe, soit chez soi, par curiosité, voir un peu pour pouvoir reconnaître ça? Le biais de pouvoir, ça va être par exemple, mettons que tu ailles à une soirée et que cette soirée, c'est chez quelqu'un ou chez quelqu'une, et que c'est une personne qui est particulièrement à l'aise dans l'espace et tout ça, machin. En fait, souvent, les gens vont avoir tendance à être plus facilement attirés par cette personne qui est l'hôte ou l'hôtesse de la soirée, plutôt que par une personne qui est là et qui est pas très à l'aise parce que c'est pas chez lui, chez elle. Et ça s'appelle un biais de pouvoir, en fait. Les organisateurs d'événements, ils peuvent avoir des biais de pouvoir, des profs, que ce soit ton prof de yoga ou ton prof de musique ou ton prof d'histoire, peu importe, au moins un biais de pouvoir qui est assez conséquent. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et il y a cette idée de je suis attirée par cette personne parce qu'elle est super charismatique, elle est géniale, incroyable. Mais en fait, c'est aussi parce que cette personne détient une sorte de pouvoir et que du coup, relationner avec cette personne, ça pourrait amener à avoir un statut un peu particulier, un peu privilégié, par exemple être réinvité aux soirées ou alors avoir un statut un peu spécial, ou enfin voilà, des petits trucs comme ça. Oui, je vois, c'est un peu le schéma super primitif qu'on va avoir au collège et au lycée avec les mean girls et les gens qui sont un peu connus, chez qui tu vas aux soirées ou qui sont connus dans le district de ton tout petit lycée vers chez toi, tu vois, mais de ce truc-là où on va briller par une sorte de hiérarchie qui va être implicite, quoi, et du coup tu te l'appropries finalement et tu veux te rapprocher de cette espèce de soleil qui finalement n'existe pas, quoi. Voilà, et parfois c'est se rapprocher plus du soleil en lui-même plutôt que de la personne qu'il y a derrière, quoi. Enfin, comment t'arrives à le détecter en fait? Est-ce que t'as des trucs où tu te dis, est-ce que par exemple on en revient au corps, est-ce que tu vois quand t'as un attrait pour une personne ou une situation qui va être différente que si t'as ce truc-là parce que je veux y aller, parce que c'est cool, ça m'apportera du statut, ou parce que en fait ça me fait vraiment plaisir de le faire? Est-ce que t'arriverais à le définir si ça se passe différemment dans le corps ou dans ta tête? Je sais pas du tout si j'arriverai à définir si ça se passe différemment dans le corps ou dans la tête. En revanche, je sais qu'un des outils qui peut être mis en place, c'est que les personnes qui génèrent des biais de pouvoir peuvent être un peu responsabilisées vis-à-vis de ça. Et du coup, à une soirée, ce serait se dire, bon, je sais que là, je suis dans une situation de pouvoir parce que je suis particulièrement à l'aise par rapport à plein de nouvelles ou de nouveaux. Je m'engage à ne pas relationner avec des personnes que je connais pas. Parce que j'ai un biais et du coup, si les personnes viennent me voir pour me dire « Ah, trop bien, machin, j'adorerais qu'on échange de numéros, qu'on passe plus de temps ensemble, machin ou truc, ou juste qu'on fasse des exercices ensemble pendant des ateliers ou pendant n'importe quoi », c'est très gentil. Par contre, là, je pense que c'est ni le lieu ni le contexte pour, donc je te propose que non. Et que si on est amené à se revoir un autre jour, dans un autre contexte, pourquoi pas, mais plus tard, dans plusieurs semaines, quand cette espèce d'aura un peu de pouvoir que je peux avoir, ce sera dissipé et qu'il sera plus là entre nous. Je continue dans mes questions. Je reviens du coup vers le sujet principal. Par rapport à tous ces sujets-là qu'on a abordés, ils ont tous à peu près tourné autour du lien entre corps et esprit, entre le corps et lien à soi. Qu'est-ce que t'aimerais transmettre, en fait? Qu'aimerais-tu transmettre sur la sagesse du corps par tes actions, en fait? Nos corps nous parlent, genre vraiment beaucoup, et ils sont même plutôt bavards. En tout cas, si je parle en jeu, mon corps me parle et il est vachement bavard. Il dit plein de trucs et souvent j'ai l'impression de pas l'écouter. En fait, j'ai l'impression que mon corps il piap en permanence et que moi j'avance et je suis tais-toi, va plus vite, fais plus de trucs, arrête. Et parfois, il y a un moment où genre il arrête complètement de parler, il est en mode bon, ça suffit, là, stop, je suis pas content, il va falloir que
t'arrêtes et que tu m'écoutes. Et là, c'est le moment où il me crie dessus et oui, il déconne. Donc, j'ai un peu cette impression-là. Et je me dis, zut, si on pouvait juste se poser plus et être davantage conscient de tout ce que le corps raconte, parce qu'en fait, avant chaque truc, il y a des micro-signes. Il y a des avant chaque blessure, il y a un murmure du corps qui dit en mode là non, ça va pas, tu tires sur la corde, je vais pas bien. Et du coup, c'est de l'écouter à ce moment-là, en fait, de dire OK, qu'est-ce que tu veux dire? Prends la place, je vais te regarder, je vais te consacrer du temps, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et ouais, en fait, c'est principalement de ça dont j'ai envie. Ouais, c'est ça, c'est ce côté d'être plus à l'écoute de son corps et d'en comprendre petit à petit les messages. Pour aller encore un peu plus loin, est-ce que tu as des références à recommander pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient aller un peu plus loin, aller un peu plus en profondeur dans ce glamour de reconnexion à son corps? Alors, en termes de vulgarisation complète, moi j'ai beaucoup aimé le bouquin qui s'appelle Notre corps, nous-mêmes, qui est assez chouette en matière d'autogynécologie et tout, qui est une bonne référence. Je pense que si jamais vous vous intéressez un jour à la symptothermie, allez-y à fond, parce que j'ai à apprendre là-dessus. Allez à un atelier d'autogynécologie. Je sais qu'il y en a dans les grandes villes qui sont régulièrement organisées par des associations, des collectifs ou voilà quoi, en fait, juste venir se regarder, venir s'observer. Un atelier d'autogynécologie, ça dure plusieurs heures. C'est souvent un grand cercle de parole qui va venir parler de gynécologie, de sexualité, de tout machin, et dans lesquels il y a aussi une partie d'auto-observation dans laquelle les intervenantes vont venir montrer sur elles-mêmes en mode ça c'est ma vulve, elle est comme ça. Enfin c'est vraiment genre j'y vais, je remonte ma jupe et puis je montre et puis je serre un spéculum et puis je montre là c'est mon col de l'utérus, là c'est ce qu'on peut voir machin à l'intérieur, et qui distribue des spéculums à tout le monde. Et c'est de se dire vas-y tu peux y aller, te mettre dans un coin et puis avoir un petit miroir, une lampe torche et puis regarder comment c'est fait chez toi. Et ça en fait je pense que ça apporte déjà beaucoup de clés de compréhension de comment c'est fichu à l'intérieur. Notre entretien touche à sa fin, mais avant de terminer, j'ai la question que je pose à chaque invité avant de clore. Quelle est ton icône glamour personnelle, cette femme puissante qui t'inspire le plus? Moi, mon icône, je pense qu'elle existe chez à peu près tout le monde. C'est vraiment cette image de louve intérieure. De se dire que c'est toi quand tu danses, c'est toi quand tu prends un bain, c'est toi quand tu te réveilles le matin, c'est toi quand tu séduis ou que tu joues à séduire, c'est toi quand tu es trop pimp it up dans la rue parce que tu as eu une bonne nouvelle, c'est toi quand tu écoutes de la musique à fond, c'est juste toi quand tu rayonnes et que tu t'en fiches de ce à quoi tu ressembles en fait. Juste t'es là, t'avances, t'as la tête haute et puis t'es imbattable, t'es invincible parce que t'as une espèce de feu intérieur quoi. Et ouais, du coup la louve intérieure c'est mon icône du glamour. J'adore, c'est la première fois qu'on cite soi-même ou une version de soi-même et je trouve que c'est super puissant du coup d'avoir cette version de soi comme inspiration. Merci Clé pour ce moment partagé, c'était trop chouette. J'aurais aimé discuter des heures, plein de choses à retrouver si vous voulez suivre Clé et continuer d'apprendre de sa sagesse. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve, quand, comment, qu'est-ce que tu fais? On peut me retrouver sur Instagram où je papote pas mal. Donc, comme tu l'as dit au début, le nom du compte, c'est Raton Rêveur. Je suis également sur le blog qui s'appelle Raton Rêveur et sur la chaîne YouTube qui s'appelle aussi Raton Rêveur. On peut m'y retrouver et puis là-dessus, je mets, quand je fais des ateliers pas mal entre Paris et Bruxelles, j'essaye de tenir tout le monde au courant et à jour. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la réouverture du boudoir. À très vite.